va continuer avec notre après-midi. Pour ceux qui n'étaient pas là, je dirais encore une fois que Federico Leoni... Ah oui, mais malheureusement, apparemment, vous m'entendez rien du tout? Ah, ça sert à rien. Voilà. Bon. Et pour ceux qui sont venus cet après-midi, Federico Leoni est un philosophe, maître de conférences en philosophie à l'Université de Vérone, et également impliqué notamment dans la diffusion du rapport, disons, de cette relation entre la philosophie et la psychanalyse. Voilà, son dernier livre, Lacan, Jacques Lacan, Économie de l'absolu. Je te donne la parole. Merci Sylvia, merci à tous les amis d'Espace Analytique pour ce colloque, pour cette occasion d'échange. Est-ce que vous entendez? Non. Plus fort. Debout. Vous avez l'habitude. Il fait 3 conférences par semaine. Oui, mais assis. C'est pour ça que je résiste. Alors, mon point de départ est très simple, c'est une question. Qu'est-ce qu'un philosophe peut-il dire en tant que philosophe de cette question de la formation de l'analyste? Et sans doute, c'est une question qu'un philosophe doit approcher avec précaution, dans une sorte de proximité, pour ce qui est possible, de compréhension du dedans, mais aussi de distance, forcément, de compréhension de loin. Donc, peut-être je dois m'excuser, soit de cette proximité fautive, probablement, imparfaite, soit de cette compréhension de loin et de cette distance excessive. Plus que ça, j'ai une difficulté vraiment physiologique. Alors, le premier pas qui me semble important et qui me semble possible du point de vue de la philosophie, c'est peut-être de remarquer qu'il serait limitatif, restrictif, ce regard qui devait voir dans la question de la formation de l'analyste une question technique. Merci. Est-ce que ça marche? Ça marche. OK. Il serait, je crois, limitatif, ce regard qui devait voir dans la question de la formation de l'analyste une question technique, une question qui concerne seulement la psychanalyse en tant que théorie ou en tant que pratique, encore que la question peut-être la plus importante ou la plus énigmatique. La question de la formation de l'analyste implique, je crois, quelque chose de beaucoup plus vaste, dans la mesure où la psychanalyse est, ou quand même du point de vue de la philosophie, apparaît comme l'un des dispositifs de formation les plus originels, les plus intéressants que l'Occident ait mis en place dans le dernier siècle. Parlez très près du micro. Pardon? Parlez Près du micro. Ok, comme ça. Voilà. Ok. C'est dans ce cadre que la question de la formation de l'analyste doit être posée, et où c'est en tout cas dans cette perspective que la philosophie peut l'aborder. Si on la considère de ce point de vue, la psychanalyse rivalise, je trouve, avec peu d'autres grands dispositifs contemporains de formation de l'humain. La médecine, qui traite les corps non seulement quand ils sont malades désormais, l'école qui traite l'enfance de l'homme jusque dans l'âge adulte, jusque dans la vieillesse, la religion qui s'occupe encore des grandes étapes politiques et publiques et privées de l'existence, les banques qui règlent le flux de l'argent, donc la distribution des lieux dans lesquels la vie est promue ou sanctionnée, le management qui s'occupe du tressage des corps sociaux en tant que corps de production et de consommation, avec toutes les superpositions et donc les conflits ou les alliances que ces dispositifs de formation peuvent déployer. Alors bien sûr, on peut douter
de cette expression que je viens d'utiliser. La psychanalyse rivalise avec la médecine, l'école, le management, la finance. Cette rivalité est sans doute inégale. La psychanalyse est sans doute une expérience ou une expérimentation de niche qui infiltre de façon lente et peut-être incertaine quelqu'un des autres domaines, des autres dispositifs que je viens d'évoquer. Mais après tout, je trouve que toute expérience, toute expérimentation de formation de l'humain n'est au début qu'une expérience ou une expérimentation de niche qui infiltre lentement d'autres expériences. Alors, je me borne à une compréhension minimale de cette idée que la psychanalyse rivalise avec ses autres dispositifs de formation. Elle rivalise avec ces dispositifs au moins pour l'originalité de sa proposition. Donc ce dispositif de formation qu'est la psychanalyse, quel type anthropologique produit? Quel type d'homme met au monde? Quel type de sujet essaie de promouvoir? Après que ce sujet a transité par le cabinet d'un analyste, par le divan, par la confrontation avec la parole ou avec le silence de cet analyste, qui d'ailleurs occupe cette position et administre cette parole ou ce silence dans l'exacte mesure où il a transité lui aussi par le cabinet d'un analyste, par le divan, par la confrontation avec ce même type de parole ou de silence. Alors je crois que parmi les différentes définitions ou les différentes propositions que l'on peut trouver dans le texte de Lacan, pour définir cette position qui est celle de l'analyste en tant qu'il résulte d'un processus de formation qu'a été son analyse, deux de ces définitions, deux de ces propositions, deux de ces figures que Lacan propose peuvent faire l'objet d'un bref approfondissement. Ce sont les figures que j'appellerais du mort, du cadavre et du symptôme. Alors la figure la plus antique dans le trajet de Lacan, c'est, me semble-t-il, la figure du mort. Un analyste devrait occuper cette place, cette position qui serait la position d'un mort. C'est quelque chose qui ne peut pas ne pas frapper quelqu'un qui vient d'une autre formation. C'est quelque chose qui est très touchant aussi et très énigmatique. Permettez-moi de résumer dans ma perspective et pour mes propres finalités quelque chose que vous connaissez de façon beaucoup plus fine, beaucoup plus interne et sans doute beaucoup plus vécue. Je dirais que tout patient souffre. D'ailleurs, si quelqu'un ne souffre pas, il ne cherche pas un analyste, il n'investit pas son temps et son argent chez un analyste. Tout patient souffre de quoi? Je dirais d'une répétition dont il ne sait rien, mais d'une répétition pour laquelle il a une certaine affection. Cette répétition lui assure toute une série de benefits, on dirait en anglais, d'effets, d'efficacité, de lieux auxquels il peut revenir, de places dans lesquelles placer les autres et soi-même. Donc toute une économie, disons, car c'est très économique ce fait d'avoir déjà résolu par avance toute rencontre, d'avoir un savoir qui résout par avance toute tuquet, disons. Alors quand cette économie, comme toute économie, connaît son point de saturation, un point au-delà duquel elle ne peut pas aller, à cause d'un certain point de vue de son succès même, un point sur lequel elle rencontre son propre impasse dans la mesure où elle a colonisé tout le colonisable. Eh bien, cette économie commence à réfléchir. Toute réflexion naît d'une impasse, ou est une impasse. Toute réflexion n'est qu'une action qui revient sur elle-même dans la mesure où cette impasse l'empêche dans la poursuite de son trajet,
Donc le seul trajet possible devient celui du retour, de la réflexion justement, de la répétition différente, de répétition expérimentale, pour ainsi dire, de répétition qui a lieu dans un espace différent, qui n'est pas l'espace habituel de la répétition. Et un analyste, de ce point de vue, est peut-être une certaine version de cet espace dans lequel la répétition peut se suspendre, dans la mesure où elle peut se répéter différemment, et qui peut se répéter différemment, dans la mesure où un analyste est quelqu'un qui ne se prête pas. Un analyste devient tel dans la mesure, je trouve que l'on pourrait avancer, on pourrait dire, dans la mesure où il ne se prête pas. Il ne se prête pas à devenir une figure de la vie du patient. Ne se prête pas à la place que son patient lui attribue, lui suggère. Ne se prête pas à l'économie de cette répétition. Donc si chaque vie, y compris la vie de ce patient, est une vie qui vit de répétition, est une ritournelle de ritournelle, alors un analyste est un point ou un espace dans lequel quelque chose ne se prête pas à la ritournelle, donc ne se prête pas à la vie. La vie étant une ritournelle, la vie étant une répétition d'elle-même, la vie étant le rythme de la vie. C'est dans ce sens, c'est dans le sens où l'analyste est cette fonction de ne pas se prêter à la ritournelle, donc à la vie en tant que répétition. C'est dans ce sens qu'il se situe plutôt du côté de la mort, du côté de la non-vie. C'est dans ce sens que son impassibilité à la répétition est l'impassibilité d'un cadavre. Et c'est dans ce sens que la transmission de l'expérience de la psychanalyse, c'est, de ce point de vue, la transmission de cette position, de ce statut, de cette impassibilité à la vie en tant que répétition. Alors je trouve que ceux qui connaissent la philosophie savent que cette solution du problème de la formation de l'humain, cette réponse à la question quel type d'homme nous allons former, cette réponse qui dit nous voulons former un homme qui habite la vie du côté de la mort, cette solution c'est très classique, c'est très antique, c'est très influente, car c'est la solution de Socrate, c'est l'invention même de la philosophie. C'est Socrate celui qui se place hors de la vie et qui invite à se placer hors de la vie. Et il le fait par une voix, elle aussi liée à la parole et au silence. À cette parole qui est entremêlée de silence qu'est la question. Socrate est celui qui incarne la position de la question, du questionnement, comme tout le monde le sait. Et qu'est-ce que cette question? Qu'est-ce que cette question implique? De prime abord, c'est une question qui concerne ce qu'il appelle la doxa, comme tout le monde le sait. La doxa, c'est l'opinion, évidemment, dans la mesure où la doxa, c'est ce qui me semble, ce qui m'apparaît. Doxa vient de dokeimoi, ce qui apparaît à moi, datif. Donc la question que Socrate incarne, c'est la question qu'il adresse à quelqu'un qui vit dans la répétition de ce qui lui semble vrai, de ce que lui semble devoir orienter sa vie. La question de Socrate, c'est la question que Socrate adresse à cet homme de la doxa, de la répétition de la doxa, en lui demandant « Mais écoute, d'où est-ce que cette répétition vient? C'est qui t'a dit que c'est bien de faire ça? De sacrifier par exemple des animaux, de penser que les dieux soient contents de recevoir la fumée de ces animaux brûlés sur un feu. » C'est le début du Protagoras de Platon, l'un des dialogues où la figure de Socrate est plus présente dans cette
disons, déclinaison de la question pure. Au fond, ce que Socrate montre avec son questionnement, ce n'est pas tant que ce pauvre homme pieux ne sait pas répondre, ne sait pas pourquoi un certain savoir lui semble évident. C'est plutôt que ce savoir est le savoir d'un autre, que la doxa n'est pas ce qui me semble à moi, selon l'étymologie de doxa, mais c'est toujours ce qui lui semble à lui, à un autre, à la tradition, qui est une ritournelle, évidemment. Toute tradition est une ritournelle, est une répétition, et c'est la voix d'un autre qui répète la vérité d'un autre. Alors je trouve que Nietzsche a vu très clairement la force et en même temps le risque de cette solution, de la solution socratique à la question quel type de sujet je vais former, un sujet qui ne répète pas, qui n'adhère pas, qui n'a pas d'adhésion à la ritournelle de la vie, par exemple de la tradition, à la ritournelle de la réponse de ce que l'autre tient pour vrai, à la doxa de l'autre. Nietzsche dit que Socrate est marqué par une sorte de haine de la vie, que Socrate est l'homme de la théorie, donc du nihilisme, et l'homme qui a promu la formation de ce type d'homme qui ne vit pas, mais qui contemple la vie. Cette contemplation étant le sens même de la théorie, de la philosophie, étant le sens même de l'invention socratique de ce type de sujet, qui est le sujet occidental, le sujet du savoir occidental. Socrate est l'homme qui ne croit pas à la doxa, mais qui produit la distance de la doxa, qui ne croit pas à ce qui me semble, mais qui produit cette distance à travers laquelle je peux voir que c'est bien à un autre qui semble ce qui me semblait à moi. Ce qui veut dire que Socrate, c'est l'homme qui laisse tomber ce discours de l'autre, qui traverse et laisse tomber cet autre, sans doute dans la mesure du possible, pour le peu que cela est possible. C'est dans cette chute, c'est dans ce geste de laisser tomber l'objet de la question, et finalement la question même, dans la mesure où la question elle-même tend à se reconstituer comme objet, comme doxa, comme un discours de l'autre, comme un objet d'identification. C'est la question de la matinée d'aujourd'hui. C'est dans cette chute que Socrate trouve son geste le plus originel, sa proposition la plus spécifique concernant la formation, le type d'homme que la philosophie, que sa philosophie essaie de former spécifiquement. On pourrait ajouter que ce risque de Socrate, ce sont les cyniques qui le manifestent le plus clairement. C'est Diogène, le chien, qui nous montre ce qui est au fond de Socrate. C'est Diogène dans la mesure où il est un Socrate fou, je cite. C'est un témoignage de l'époque. Diogène serait un Socrate fou, c'est-à-dire un Socrate devenu fou, un Socrate qui a amené son geste à ses conséquences ultimes. Un Socrate qui s'est consigné complètement à la puissance de son questionnement. Diogène est celui qui jette sa tasse, comme tout le monde le sait, car il peut boire avec ses mains, ce qui veut dire que la tasse n'est qu'un signifiant de l'autre. Voilà, comme le disait Lacan, le signifiant de tous les signifiants. Il mange le poisson cru, car le cuit est au fond un des discours de l'autre, comme le savait Lévi-Strauss. Eh bien, il y a la mort, évidemment, ou plus exactement, la position d'une vie vécue du côté de la mort, dans cette recherche d'une vie non entamée par les œuvres de la tradition ou par les malaises de la civilisation.
Alors, je n'évoque pas tout cela pour le goût, disons, de l'érudition et de l'histoire de la philosophie. J'évoque tout cela car il s'agit d'un schéma qui est bien opérant, qui est tout à fait contemporain, dans une certaine façon de former le sujet occidental, dans laquelle on retrouve la convergence, par exemple, d'une certaine façon de former spécifique à la psychanalyse et d'une certaine façon de former les sujets spécifiques à la démocratie occidentale. Qu'est-ce que la démocratie, en effet, de ce point de vue? Il y a deux voies plus immédiates, je crois, pour montrer que le geste de la formation d'un sujet devient parfois le geste de la formation d'un cadavre, que cette question qui demande qu'est-ce que la démocratie contemporaine. Car la démocratie, de ce point de vue, c'est tout simplement le fait que toute vie, toute façon de vivre, doit être accueillie. Mais plus exactement, c'est le fait que toute façon de vivre doit être accueillie dans la mesure où toute façon de vivre est essentiellement fausse. C'est le fait que toute façon de vivre doit être accueillie dans la mesure où elle a de son côté, non pas la vérité, mais l'erreur de son fantasme, l'erreur de ses conditions de possibilité, historiques, sociales, économiques, anthropologiques, religieuses, ces conditions particulières de possibilité. Donc, et voici le point le plus difficile, le point le plus critique de toute démocratie. Au nom de quoi une démocratie peut-elle choisir de vivre? Peut-elle proposer de vivre? Peut-elle justifier de vivre d'une certaine façon plutôt que d'une autre façon? Ce n'est pas évident que tout choix serait violence. Ce n'est pas évident que le seul choix, c'est le choix de déclarer que tout choix est impossible, dépourvu de fondement, injustifiable, sans justice. Donc voici la position du mort, la position de celui qui ne vit pas, mais qui contemple la vie, de celui qui ne vit pas, mais qui juge toute façon de vivre en tant que façon de vivre finie, sur la base d'un point de vue ou de vie infini. Infini justement parce que placé hors de la vie. Ce n'est pas par hasard que Lacan, le Lacan qui parle de la position du cadavre, en tant que position de l'analyste, doivent à un moment donné faire coïncider l'une des définitions les plus profondes qu'il donne de l'analyse, de la fin de l'analyse, la définition qu'il propose dans cette première phase plus antique, avec la définition exacte que Hegel donne de l'esprit, dans la phénoménologie de l'esprit, l'œuvre de tous et de chacun. Dans la mesure où, dans cette œuvre, où chacun est nié et aussi aufgehoben dans l'universel, ce qui brille entre une négation et l'autre, c'est la négation elle-même. C'est la négation pure. C'est la negatio, qu'en latin veut dire l'homicide, la production du cadavre. Alors je crois que c'est pour cette raison, c'est face à ce type de risque, comme je l'ai appelé, que Lacan propose d'autres paradigmes, d'autres façons de penser cette position dans laquelle se trouve quelqu'un qui a traversé l'expérience d'une analyse, qui a accompli cette formation, qui est une formation analytique. C'est la position, c'est la figure, non pas du mort, du cadavre, mais du saint homme, comme il le dit, c'est-à-dire de l'homme qui rit. De l'homme qui rit beaucoup, comme il dit, comme il ajoute tout de suite. C'est une précisation fondamentale, de l'homme qui rit beaucoup. C'est qui le saint et qu'est-ce que cela veut dire qu'il rit beaucoup? C'est qui le saint? C'est quelqu'un qui a traversé à son tour le domaine de la répétition, mais qui a fait de cette traversée, non pas à l'occasion d'une distance,
mais d'un moment dans lequel assumer, non pas d'une contemplation depuis l'extérieur, mais de ce que j'appellerais une contemplation depuis l'intérieur. Alors ça veut dire quoi, contemplation depuis l'intérieur, en tant qu'opposé à une contemplation depuis l'extérieur? Je crois que la voie par laquelle on pourrait dire quelque chose de cette contemplation depuis l'intérieur, c'est exactement la voie du rire, c'est le geste du rire. Le mort, c'est qui, de ce point de vue? C'est l'ironie. C'est le sujet de l'ironie, dans la mesure où l'ironie, c'est la sanction de l'infini sur le fini. De la vie pure sur ce qui est tout simplement une façon de vivre. Une façon finie de vivre. Le sujet de l'ironie rit, c'est-à-dire meurt. Et il rit, c'est-à-dire il meurt pour s'éterniser. Le saint, c'est qui au contraire? Le saint, il est toujours quelqu'un qui rit, mais quelqu'un qui rit non pas dans la distance, qui rit non pas le rire qui a sa structure dans la distance elle-même, mais qui rit un rire qui a la structure de l'implication, de l'inhérence, de la coïncidence. Le rire du comique, parce qu'il s'agit bien du comique versus l'ironique. Le rire du comique, c'est le rythme, c'est la pulsation de cette contemplation depuis l'intérieur, de cette contemplation qui, comme c'est une contemplation depuis l'intérieur, c'est la contemplation que l'un a de l'un. Et comme l'un est sans autre, autrement il ne serait pas l'un, il serait déjà le deux de l'autre. Comme l'un est sans autre, comme l'un n'est qu'une singularité, n'est qu'un pur être comme ça, un pur so-sein, n'est qu'une bizarre singularité qui ne peut s'apprendre que depuis l'intérieur de sa bizarre singularité. Pour s'apprendre depuis l'extérieur, il faudrait qu'il y ait de l'autre, de l'extériorité, mais ce n'est pas le cas de l'un, qui est justement tout seul. Tout seul, ça veut dire sans extérieur. Alors cette appréhension depuis l'intérieur, c'est la structure même du comique, qui est une structure solitaire de béatitude, et non pas une structure du jugement relationnel. L'un, s'il fait quelque chose, c'est une question très ancienne, si l'un fait quelque chose, chez Plotin il y a déjà cette question, chez Proclus aussi, c'est toute la tradition à laquelle Lacan atteint la question de l'un qu'il pose dans le séminaire 19. L'un, s'il fait quelque chose, s'il peut faire quelque chose, il rit. Il rit comiquement de son pur et simple être comme ça, de son pur et simple être bizarre, sans semblable, sans analogie, sans confrontation, dissemblant. Nous avons là un parallèle exact, à nouveau, dans le champ de la démocratie. Nous avons tout un côté de la vie de nos démocraties qui fait signe dans cette direction, qui nous montre quel type d'homme on obtient si l'on essaie d'aller dans cette direction et quel est le dispositif à la hauteur d'une société de saints ou d'une société qui est traversée par certains dispositifs de formation qui produisent des saints, c'est-à-dire des singularités, des uns qui n'ironisent pas autour de leur être comme ça, leur être seulement un, mais qui assument comiquement leur être seulement un, la solitude, béatitude de leur être comme ça. La démocratie, c'est quoi? C'est la mathématique de cet un par un. Une fois abandonnée, la dialectique mortelle du particulier subsumé par l'universel, la dialectique humaniste du fini subsumé par l'infini.
En d'autres termes, si ce qu'il y a, ce n'est que l'un par un, alors le seul dispositif éthico-politique qui peut se charger de cet un par un, c'est la formalisation mathématique, c'est l'arithmétique des élections, c'est plus en général ce qui a été appelé, je cite Alain Suppiot, la gouvernance par les nombres. Ce point est difficile à accepter. On est tous convaincus, moi pour le premier, que les nombres sont inhumains, sont inadéquats à nous, surtout qu'ils ne respectent pas justement l'un par un, surtout qu'ils ne respectent pas la singularité du singulier. Et cependant, je voudrais conclure là-dessus en posant justement cette question, en remarquant justement ce lien qui apparaît en un clin d'œil. Le gouvernement par les nombres, le traitement mathématique, c'est la seule façon d'écrire le 1 par 1. Le traitement mathématique, c'est la seule façon de se tenir à la hauteur de cette formation de subjectivité singulière, de cette formation qui produit des singularités, des symptômes, qu'est la formation que l'on retrouve à l'œuvre. Que l'on retrouve à l'œuvre où exactement? Eh bien, je voudrais conclure là-dessus. Si la psychanalyse se déplace de l'idée d'être la formation d'un mort, d'un cadavre, à l'idée d'être la formation d'un saint, de l'idée que le dispositif de formation de l'humain est le dispositif de la dialectique particulier universelle, à l'idée que le dispositif de la formation de l'humain est le dispositif de la création de séries des uns par un, alors la psychanalyse, elle rivalise effectivement, elle rivalise réellement avec ce que la médecine fait dans son domaine, avec ce que le management fait dans son domaine, avec ce que l'économie financière fait dans son domaine. Elle rivalise non seulement dans le sens de l'originalité de sa proposition, de la radicalité de sa proposition, de son splendide isolement face à un monde que l'on suppose orienté différemment. Elle rivalise dans la mesure où elle aussi est l'une des grandes expressions, l'une des expressions les plus fidèles, l'une des expressions les plus exactes du contemporain. Et je dis expression dans le sens de Spinoza, dans le sens où cette formation promue par la psychanalyse est, de ce point de vue, une expression parfaite, parfaitement fidèle, absolument intégrale de cette substance unique, de cette direction unique qu'est notre âge, l'âge contemporain, l'âge de l'un par un et l'âge de l'un. Merci. Alors, merci Federico Leoni, principalement pour une raison qui est ce que j'ai soutenu un peu ce matin, l'idée de voir les choses dedans du dehors, de façon topologique, notamment à partir de ta position des philosophes, ça nous permet, je crois, de rebondir sur certaines questions que je vais te proposer, que je vais proposer aussi à la salle. Alors, la première, d'abord, merci d'avoir amené directement, chose qui avait peut-être été évoquée ce matin, la question des affects. C'est-à-dire, les rires, c'est un affect. Est-ce que, fin d'analyse, passage de l'analysant à l'analyste, passage de l'analyste à l'analyste avec passe, qu'est-ce qui se passe au niveau des affects, hein? Évidemment, nous sommes là dans une question qui est propre à l'éthique de la psychanalyse, qui s'appuie d'ailleurs sur l'éthique de Spinoza, quelque chose d'une transformation des affects. Hein? Nous sommes habitués à parler des jouissances, en termes de jouissances, mais finalement, qu'est-ce que ça pourrait être? Voilà, ces changements à partir d'un affect triste, en affect, voilà, derrière. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est, tu as parlé de la ritournelle. Et tu as parlé de l'originalité de la formation de l'analyste par rapport aux autres formations, en particulier la formation, par exemple, en médecine, la formation en psychologie ou la formation en philosophie.
Donc il y a une temporalité dans ces trois disciplines qui est tout à fait linéaire. Il y a un temps 1 et un temps 2, c'est-à-dire on fait des diplômes, on a des diplômes et on passe à des titres particuliers. Donc je reviens sur la question que tu avais soulevée ce matin qui n'a pas été reprise, la question des titres par rapport à la formation de l'analyste. Donc il y a aussi des positions qui sont très précises. On est d'abord élève, on est, dans le cas de la médecine, il y a toute une série d'avancements précis, en philosophie aussi, mais surtout dans les champs universitaires, etc. Même les faits des maîtres, si on ne veut pas aller forcément penser en termes de philosophie et en termes universitaires, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Alors est-ce qu'on pourrait dire que dans l'analyse, ces changements s'est fait dès la position d'analysant à l'analyste? Est-ce que tout est dans ces moments-là? Est-ce que la passe advient dans les moments où on est analysant et on devient analyste? Autrement dit, quel est le rapport au temps? Quelle est la temporalité de ces passages? Ma position, je pense qui est assez proche de celle de mon association qui est Espace, la temporalité est plus complexe. C'est-à-dire, ici, par exemple, à Espace, la transmission se fait après 10 ans. Pourquoi 10 ans et pas 11 et pas 7? C'est une question. Mais bon, parfois, il faut fixer quelque chose. Mais il est vrai que ça me paraît très intéressant de faire ou de penser les témoignages de son propre passage, de son travail à l'inconscient et tout ce qui a été évoqué par Gisèle Chaboudès ce matin, c'est intéressant de les penser dans un temps qui n'est pas le temps précis du passage de l'analysant à l'analyse. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne vient pas dans cette temporalité-là. Donc voilà quelque chose de l'originalité de la position de la formation de l'analyste ou qui témoigne de ces passages, non un peu peut-être critiquables, mais pour l'instant on n'en a pas d'autres. Donc voilà, je voulais t'interroger par rapport à cette question et peut-être relancer aussi Francesco et d'autres par rapport à cette problématique des titres. Évidemment, ceux qui ont fait des études de médecine ou de psychologie, on a les titres des psychologues, mais voilà, est-ce qu'on a les titres des membres? Ou même d'analyste, est-ce qu'on a les titres d'analyste praticien? C'est le cas, je parle toujours de mon association. Ou à l'IPSI, il y a aussi d'autres titres avec d'autres noms, etc. Mais ou sinon, comment pouvoir témoigner de ces passages sans qu'on ne rentre pas? C'est-à-dire, c'est très important, je pense, de penser ces passages et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de chacun. Comment les détacher de cette après reconnaissance à partir d'un titre? Est-ce qu'on est obligé de passer par là? Est-ce qu'il y a d'autres façons de penser cette problématique ou pourquoi pas? Peut-être si, peut-être il n'y a pas d'autres possibilités, mais à ce point-là, on serait de nouveau proche des autres disciplines où les passages se fait à partir d'un titre et d'une temporalité fixe. Voilà. Merci Sylvia pour tes questions. Ce matin, quelqu'un parmi vous avait fait une remarque après la conférence de Madame Chaboudès. Cette femme avait parlé de la passe en tant qu'instant et en tant que processus. Alors, vous savez, pour quelqu'un qui vient de la philosophie, la question est-ce que le passage, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans la passe, passe veut dire passage, passage c'est le thème de la philosophie dès le début, est-ce que le passage se fait-il dans un instant ou bien comment? Si vous lisez le Parménide de Platon, il y a toute une thématique de l'instant, de l'exaïphnès. Et la solution platonicienne est justement celle d'un saut. C'est le mot dont on a parlé ce matin. Il y a toujours un saut. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'un saut? C'est un passage brusque, sans parenté, entre une position et une autre. C'est-à-dire entre deux états immobiles. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on dit
la passe, c'est la question d'un instant, d'un saut. On est en train de répéter Platon. Et disons, ce que Bergson appelait l'erreur de Platon, c'est-à-dire reconstruire un devenir à travers des morceaux de devenu. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire reconstruire le corps vivant à travers les membres d'un cadavre. Donc, si je vais additionner une immobilité à une autre immobilité, à une autre immobilité, à une autre immobilité, qu'est-ce que je vais obtenir? De l'immobile, pas du mouvement. Alors, ce n'est pas la voie du saut de l'exaïfnes platonicien qui nous permet de penser la passe en tant que passage. Ce qui veut dire, nous passons toujours, non pas d'un état à un autre état, mais d'un devenir à un autre devenir. Le passage se fait toujours d'un passage à un autre passage. La passe est toujours déjà passée, et c'est pour cette raison qu'elle passe toujours à nouveau. Ce qui veut dire, la passe n'est pas la question d'un instant, d'un exaïfnes, mais d'un processus, tout simplement. Ce n'est pas question d'une position que l'on va occuper, c'est la flèche de Zénon. C'est exactement les paradoxes de la flèche de Zénon. Si le mouvement est le fait d'occuper une position après l'autre, la flèche ne va jamais rejoindre la tâche, l'objet. Il faut penser que la flèche soit déjà et depuis toujours un mouvement et que le mouvement se fasse d'un mouvement à un autre mouvement, d'un pli à un autre pli, d'un processus à un autre processus. Ce qui veut dire, la passe n'est pas question d'aller occuper une position, un titre, un diplôme, etc. Mais c'est question de devenir analyste, de devenir canard, de devenir femme, disait Deleuze. Il n'y a pas la femme, c'est un mot, disons, lacanien que nous tous connaissons bien, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il n'y a rien? Non, cela veut dire qu'il n'y a que devenir femme. Et ce n'est pas par hasard que je fais cet exemple, je trouve que l'analyste est toujours un devenir analyste, si j'ose dire, si j'ose parler de quelque chose que je ne connais pas. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait commun. Tout ce qu'il y a est toujours dans un devenir. Même la table est dans un devenir table. Même une plante, une palme, est un devenir palme, mais pas la palme. Il n'y a pas la palme, exactement comme il n'y a pas la femme. Elle est dans un devenir femme, et c'est le devenir femme qui est le côté féminin de ce qu'une fois devenu sera la femme, c'est-à-dire une signification phallique. Pour tout ex, fille de ex. Alors le devenir, c'est le côté féminin du devenu. C'est l'événement du devenir. Qu'est-ce que cela veut dire, devenir analyste? Cela veut dire devenir une femme, tout simplement. Et tout symptôme est un problème de résistance à un devenir femme, et tout devenir est une possibilité d'abandonner cette résistance à un devenir femme. Et devenir femme, cela veut dire devenir tout simplement.